Je voulais remercier déjà les courageux qui bravent les intempéries. On va parler de fonds de patrimoine subaquatique, mais on a aussi un peu d'eau qu'on reçoit sur la tête, donc merci à vous d'être venus à la nage ou à pied. La table ronde que nous allons accueillir ce soir se déroule dans le cadre de la Semaine Bleue, donc du 1er au 6 octobre à l'Institut français de Tunis ici, mais également à l'Institut français de Sousse, à l'Institut français de Sfax, et également dans les établissements scolaires donc de la Marsa et de PMF. Je remercie donc tout particulièrement Wafa Ben Silman qui a été très active dans les propositions qu'elle nous a faites, notamment dans tout ce qui concerne le patrimoine subaquatique, et notamment donc, la table ronde de ce soir, celle de demain. Donc on va ce soir s'intéresser plutôt au patrimoine tunisien, aux enjeux d'actualité ou du futur. Et demain, on accueillera des invités également de France, du DRAS, donc de Marseille, pour ouvrir ces enjeux à des questions partagées en Méditerranée. Et donc, Wafa vous mentionnera peut-être aussi avec des accords de partenariat qui sont en train d'être consolidés sur des échanges de coopération sur ces secteurs-là, dont on se réjouit bien évidemment. Donc cette semaine bleue fait écho, en tout cas c'est une semaine qui se passe, comme je l'ai dit, dans les instituts, les établissements scolaires, pour toucher un peu le grand public, des actions de sensibilisation avec les écoles, à toutes ces questions de la mer. Et donc ça s'inscrit dans la saison bleue de juin à octobre. Cette saison bleue, c'était toute une série d'événements en Tunisie, que ce soit des événements scientifiques, artistiques, de coopération, qui s'intéressent à tout ce qui est l'environnement et l'économie bleue en Tunisie et en Méditerranée. Et cette saison bleue se clôturera donc au mois d'octobre, les 20, 21, 22, à Bizerte, avec un grand forum de la mer, voilà, qui accueillera beaucoup de scientifiques, de politiques, et donc ceux qui auront l'occasion d'y aller sont bien évidemment les bienvenus. Donc, maintenant, je laisse la parole à la table ronde de ce soir. Encore une fois, merci Wafa Dazilman et merci à ses invités. Je lui laisse le soin de les présenter pour vous. Et je pense qu'ils ont aussi des images et des vidéos à partager avec nous pour plonger tous ensemble dans les fonds marins. Je vous remercie. Merci Valérie. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous remercie de votre présence. Donc cette table ronde qui va tourner sur la présentation du patrimoine culturel subaquatique en Tunisie. Nous avons l'honneur donc d'inviter M. Fadel Blibesh, qui est juriste et spécialisé dans le droit maritime et en particulier sur la convention de l'UNESCO 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Madame Lamia Fersi, qui est archéologue attachée de recherche au musée de Bardo, donc, qui va nous présenter la collection de Mahdia et l'épave de Mahdia. Donc, moi-même, à la fin, je présenterai donc, un petit aperçu sur l'archéologie sous-marine en Tunisie, les activités, les nouveaux découvertes et les perspectives. Je vous remercie. Alors, je donne la parole à M. Fadel Blibesh. Merci beaucoup, cher ami. Bonsoir tout le monde. Donc, je voulais remercier les organisateurs de l'Institut français et mon ami Wafa Ben Silman de m'avoir invité donc, à prendre part à cette table ronde. Donc, je voudrais vous entretenir de quelques observations sur le droit du patrimoine archéologique subaquatique. Donc, en focalisant un peu sur le droit tunisien en rapport avec le droit international, notamment la Convention donc, du patrimoine culturel subaquatique de 2001. Je commencerai par une définition du patrimoine. Notre Code du patrimoine, c'est un texte qui est de février 1994, donne une définition du patrimoine. Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché en terre ou en mer. Donc, dans la définition même, donc, la question du patrimoine subaquatique est soulignée dans la définition même, qu'il soit meuble, immeuble,
documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée. Bon, là, donc, on a quelque part donc, une idée sur de quoi on parle. Donc, quelles sont donc, ces composantes? Évidemment, donc, la doctrine peut diverger en ce qui concerne les composantes de ce patrimoine. Bon, mais en gros, on peut dire que cette définition est assez acceptable, notamment dans ce contexte, donc, puisqu'elle elle met donc l'accent sur les composantes. Et puis, ce patrimoine fait partie du domaine public de l'État, à l'exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie. Sauf que, bien sûr, en ce qui nous intéresse dans le patrimoine subaquatique, c'est pratiquement, donc exclusivement du domaine public. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à l'État exclusivement, qui pourra se prévaloir de, bon, à moins d'être l'héritier d'un descendant des naufragés du Titanic ou d'un quelconque navire qui pourrait donc prouver que des biens qu'on aurait pu trouver en fond marin donc, appartiennent à cette famille. Bon. En guise d'introduction aussi, un petit bref historique, donc un peu sur la protection du patrimoine archéologique en Tunisie. Pendant la période précoloniale, c'était le vide juridique. Donc, la période précoloniale, avant 1881, donc aucun intérêt pour l'archéologie. Sous la colonisation aussi, l'intérêt pour l'archéologie subaquatique n'était pas avéré. Bon, il faut dire que quand même, à l'échelle internationale, même l'intérêt pour l'archéologie subaquatique n'était pas important vu que c'était la spécificité donc, de cette science donc, qui est en rapport avec cette progrès technique, certaines technologies, ainsi de suite. Donc sous le protectorat français, il y a eu, dès le lendemain de l'établissement du protectorat, dès 1882, un premier texte. Un deuxième texte aussi en 1886, quelques années après, parce que le premier texte, il faut dire, était un texte vraiment, on ne pourrait pas dire que c'est vraiment un texte de droit. C'est plutôt le texte donc, de 1882, c'est un texte où il y a quelques interdits. Mais vous savez, en droit, pour qu'une règle de droit soit obligatoire, il faut une sanction. S'il n'y a pas de sanction, donc, c'est pour ça que de plus en plus de gens ne s'arrêtent pas au feu rouge, ainsi de suite. Du moment qu'il n'y a pas le policier, il n'y a pas la sanction, ainsi de suite. Donc, aucune règle juridique ne peut vraiment tenir. Nous allons revenir à ce grand problème donc, du droit du patrimoine, la question de l'application de la règle du droit. Donc, en 1882, le premier texte interdisait plusieurs choses, des fouilles non réglementaires, ainsi de suite. Mais il n'y a aucune sanction, il n'y avait aucune sanction à cela. Bon. Quelques années après, en 1886, il y a un texte qui a remédié à cela. Il y a aussi en 1920 un troisième texte, le plus consistant, donc, et qui a réellement été plus loin dans la protection du patrimoine, mais c'est toujours du patrimoine archéologique terrestre. On ne parle pas donc du patrimoine archéologique subaquatique. Enfin, le dernier texte important sous le protectorat est le texte de 1953, qui est un texte relatif à la protection des sites. Bon. Sous l'indépendance, pendant 3 décennies, donc, ce fut l'exploitation de l'héritage colonial, c'est-à-dire ce sont les textes de la période coloniale, notamment les décrets de 1886 et celui de 1920, qui sont restés en vigueur jusqu'en 1986. Et là, on a eu une loi qui a eu une existence éphémère, puisqu'elle n'a vécu que 8 années, et peu d'application. Une petite existence assez courte,
donc, et peu d'application. 2 ans après, il y a eu une loi donc, sur les biens culturels. Bon, je ne l'ai pas bien comprise, cette loi-là. C'est une loi là où il y a quelques recommandations de sensibilisation, il y a quelques définitions, ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment une consistance particulière. Bon. Pour la loi de 86, la loi de 86 a évoqué pour la première fois la question, quand même, de la protection du patrimoine subaquatique. Mis le point là-dessus. En 1989, il y a eu une loi spécifique aux épaves. Aux épaves, donc maritimes. Bon, évidemment, c'est des épaves de toute période. Ce ne sont pas nécessairement des épaves qui ont une valeur, donc, qui font partie du patrimoine donc, archéologique. Et d'ailleurs, la loi, lorsqu'elle a été, donc j'ai pu voir, vous savez, pour bien comprendre une loi, il faut toujours consulter les travaux préparatoires. Il y a donc les travaux préparatoires, les travaux en commission, qui nous donnent la possibilité de bien interpréter les textes, puisqu'elles révèlent l'intention du législateur. Et donc l'intention du législateur ne s'intéressait pas vraiment à la chose sous l'optique donc de la protection archéologique, mais c'était plutôt donc sous l'optique qui possède de quoi, ainsi de suite. C'est une question de droit de propriété plus que autre chose, surtout qu'il y a bien sûr la dimension internationale dans cette affaire, et que évidemment, lorsqu'on est en mer, c'est pas comme un exercice de la souveraineté, même si elle peut être reconnue en mer, est parfois un peu plus difficile que lorsqu'on l'exerce dans le territoire terrestre. Bon, donc cette conférence va s'articuler brièvement en 2 parties. La première partie va essayer de répondre à la question suivante: quelle protection du patrimoine culturel subaquatique, donc actuellement? Et la seconde partie va nous permettre de nous interroger sur comment améliorer la protection du patrimoine culturel subaquatique. Donc, quelle protection du patrimoine culturel subaquatique? Quel texte applicable déjà? Le premier texte applicable, c'est évidemment le Code du patrimoine, le code qui remonte à 1994. Bon, ce n'est pas vraiment, vu le temps imparti, on ne pourra pas vraiment en parler, et donc ça sera peut-être lors d'une autre occasion donc, de dire les quelques critiques que nous pourrons formuler à l'égard de ce texte. Après le 14 janvier, il y a eu une tentative donc, de dépassement de ce texte. Bon, il faut dire qu'avant même il y avait des projets donc, d'amendement du texte, donc avant la Révolution, qui n'ont pas abouti. Mais un texte qui a rapidement abouti, c'est ce décret loi numéro 43. Qui a modifié et complété le code du patrimoine. Bon. Ce texte, évidemment, a focalisé notamment sur les sanctions, principalement sur les sanctions. Évidemment, ce qu'il y a eu dans les apports de ce texte rejaillissent théoriquement, positivement sur le patrimoine subaquatique, puisque le renforcement des sanctions concerne en partie donc, le patrimoine subaquatique et renforce théoriquement, je dis bien théoriquement, donc, la protection pénale du patrimoine subaquatique. Bon, mais qu'en est-il de la situation réelle sur le terrain? Là, c'est une autre histoire, nous allons y revenir. Bon. En ce qui concerne, donc concrètement, il y a dans le Code du patrimoine quelques articles qui traitent du
patrimoine subaquatique, l'article 73, qui dit que les biens archéologiques meubles ou immeubles découverts dans les eaux intérieures ou les eaux territoriales sont considérés propriété de l'État. Bon, évidemment, lorsqu'on traite du patrimoine subaquatique, donc il ne s'agit pas seulement du patrimoine qui existe en mer, il s'agit aussi du patrimoine qui est submergé par les eaux douces, donc les eaux des fleuves, des lacs naturels et des lacs artificiels aussi. Hein. On sait que le barrage de Sidi Senem, donc, qui a engendré une retenue d'eau variablement importante, donc a submergé certains sites archéologiques et évidemment cela a fait que ces sites, après avoir été des sites terrestres, sont devenus subaquatiques suite à cette intervention de l'homme. Bon, hormis évidemment donc tout le patrimoine subaquatique qu'on peut avoir sur les importantes côtes tunisiennes ou au large. Et évidemment, au large, il faut dire que le texte de 1986 était plus précis que le texte de 1994 pour déterminer donc l'emplacement de ce patrimoine subaquatique. Parce que clairement, dans le texte de 1986, on parlait des eaux territoriales et de la zone contiguë. Il y a donc dans la convention du 10 décembre 1982, dite Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, il y a donc évidemment la mer sur le plan juridique est divisée en plusieurs zones, donc 12 000 marins donc, d'eau territoriale, 12 000 marins de zones contiguës, et puis s'il y a un plateau continental, ça peut aller plus loin, évidemment. Bon, évidemment, le plateau continental donc, permet des droits qui sont plus réduits que les droits qu'on peut avoir donc, dans le cadre des eaux territoriales. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui peut aller jusqu'à 188 000 marins. Bon, assez loin. Évidemment, donc, je disais, le texte de 1986 était plus précis sur le territoire maritime dans lequel la question de la protection du patrimoine subaquatique se pose plutôt plus que le texte donc, de 1994. Et puis aussi, autre règle, tout auteur d'une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en place, de ne leur causer aucun dommage, de n'y apporter aucune altération et d'en déclarer immédiatement l'existence aux services compétents. Donc, toute une série d'obligations donc, qui sont des obligations donc, qui visent évidemment la protection d'un patrimoine très fragile, hein, le patrimoine qu'on découvre donc, en milieu subaquatique est beaucoup plus fragile donc, vu donc, les facteurs que connaissent bien les techniciens donc, que des trouvailles qu'on trouvera en milieu terrestre. Évidemment, donc, les faire bouger, il faut les laisser in situ donc, et éviter de les déplacer pour ne pas les altérer. Aussi, la question des fouilles subaquatiques nécessite autorisation. Et là, donc l'article 75 précise que toute investigation ayant pour but de la découverte de biens archéologiques maritimes est interdite sauf autorisation. L'autorisation fixera les conditions d'exécution des opérations de recherche, évidemment. Donc là, c'est comme pour l'archéologie terrestre, donc il y a, si vous voulez, un cahier de charge, donc quelque part, donc les termes de l'autorisation, donc qui évidemment ont tendance à se standardiser ces termes-là, donc bien que certaines fouilles aient des spécificités donc qui les caractérisent par rapport à d'autres. Bon.
La protection pénale qui a été renforcée par le décret-loi numéro 43 de 2011, donc a renforcé d'une manière substantielle donc, les sanctions. Donc l'article 82 punit l'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 50 000 dinars quiconque procède au sondage, aux fouilles ou aux autres actes de recherche sans l'obtention de l'autorisation préalable. Bon, évidemment, le texte ne précise pas s'il s'agit de fouilles terrestres ou subaquatiques. Mais évidemment, donc, comme l'interprétation permet évidemment de l'appliquer pour les deux types de fouilles, puisque bien que les fouilles subaquatiques aient une certaine spécificité sur le plan technique, sur le plan juridique, obéit un peu au même principe. Aussi est puni de l'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 30 000 dinars quiconque découvre de manière fortuite des vestiges immobiliers ou mobiliers et n'en informe pas immédiatement les services compétents. Il faut dire que là, il y a eu un renforcement très très important donc, de la sanction en la matière. Donc au point que ça peut choquer hein, si on informe l'opinion publique d'une telle trouver quelque chose, vous n'informez pas, donc on a trouvé quelque chose, c'est la chance donc, qui a permis au filet d'attraper cette trouvaille, donc ça ne peut, dans l'esprit, disons, de la plèbe, donc constituer un crime, une infraction pénale qui pourrait être donc puni par une peine aussi sévère, 3 ans de prison et 30 000 dinars. Évidemment, c'est la peine maximale, évidemment. Aussi est puni de l'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 30 000 dinars quiconque découvre un bien archéologique maritime et n'en déclare pas immédiatement l'existence au service compétent, le déplace, lui cause n'importe quel dommage ou l'y apporte altération. Aussi, on court les mêmes peines quiconque prélève de la mer de manière fortuite un bien archéologique sans en informer immédiatement les autorités portuaires les plus proches ou de leur remettre. Bon, évidemment, bien sûr, le fait de remettre aux autorités portuaires parfois des trouvailles donc très importantes n'offre pas suffisamment de garanties pour la protection. Hein. Il faut dire que le texte est n'est pas assez exhaustif quant à la description de la procédure. Donc, c'est les gardes maritimes. oui, absolument. Mais c'est-à-dire, en principe, la destination finale d'un bien culturel, donc subaquatique, ne devrait pas être chez ces autorités, mais plutôt chez les autorités archéologiques. C'est-à-dire le texte aurait dû spécifier aussi les obligations de ces autorités portuaires en ce qui concerne la remise de ces biens aux autorités donc archéologiques. Oui, bien sûr. En fait, le circuit, c'est que, par exemple, un pêcheur, quand il trouve une amphore, donc il la ramène au poste des gardes nationaux maritimes le plus proche. Oui. Et donc ils nous contactent pour faire une expertise pour savoir si cet objet est un objet à intérêt archéologique ou non. Oui, donc, mais le texte ne dit pas cela. Oui, le texte, c'est-à-dire, là, nous sommes en train de faire une analyse juridique. Ouais. Je sais bien que c'est la logique, mais évidemment, dans un pays qui est gangréné par la corruption, par les pratiques illégales, ainsi de suite. Non, mais en plus, c'est-à-dire, en plus, si l'obligation n'est pas franchement spécifiée, on peut toujours plaider la bonne foi. Hein? On peut toujours plaider la bonne foi, et là, on ne va pas dire qu'on ignore la loi, on va dire qu'il n'y a pas de loi, carrément, puisque
n'y a pas de texte qui le dit explicitement. Et évidemment, donc, il ne faut pas vraiment être économe en mots en la matière. Il faut vraiment décrire toute la procédure d'une manière claire et précise pour éviter toutes sortes de dépassements. On prend toutes les précautions et ce n'est jamais suffisant. Hein, de dire, donc en la matière, on peut dire que c'est une lacune. Donc, et la peine sera d'un emprisonnement de 20 ans et d'une amende de 200 000 dinars si les infractions citées aux articles 82 bis, donc fouille non autorisée, sont commises par une bande organisée composée de 3 personnes ou plus, formée quelle que soit sa durée, dans le but de préparer ou de commettre de ces infractions. Si l'infraction est transnationale, donc s'il y a des étrangers, s'il y a donc passage de la frontière avec les biens, ainsi de suite, en cas d'utilisation d'un ou plusieurs enfants dans ces infractions. Aussi, si dans la bande, il y a des enfants, donc tout cela, c'est des circonstances aggravantes qui peuvent engendrer une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 20 ans de prison. Et puis est puni d'un l'emprisonnement d'une année et d'une amende de 10 000 dinars quiconque procède à la réparation, à la restauration, à la consolidation ou au transfert de lieu du dépôt des biens meubles protégés sans l'obtention de l'autorisation préalable du ministre chargé du patrimoine. Évidemment, là, ça concerne en même temps les meubles issus du patrimoine terrestre et subaquatique. Donc, c'est aussi ce patrimoine dont on parlait tout à l'heure, donc qui est récupéré par les autorités portuaires, va échouer aux réserves. Donc, s'il est donc victime d'une atteinte, donc là, c'est la peine. Et puis, est puni de l'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 30 000 dinars quiconque cache, détient, possède ou aliène des éléments archéologiques ou historiques ou autres objets provenant de recherches sous-marines. La tentative est punissable. Là aussi, la tentative est punissable. Là, on n'en parle jamais. Tentative de vol, dans les faits divers, je n'ai jamais entendu parler de poursuite d'une personne pour tentative de vol de biens archéologiques. Et en cas de récidive, donc, la peine sera redoublée. Et on sait qu'en la matière, la récidive, les enseignements qu'on a pu tirer des affaires, donc, notamment pendant les décennies passées, que les gens qui ont l'habitude des infractions dans le domaine du patrimoine sont pratiquement tous des récidivistes, donc des multirécidivistes, donc, et continuent donc à exercer leur art pendant très longtemps. Aussi, donc, la contrebande des biens culturels meubles, notamment les biens qu'on a trouvés donc, dans les fonds marins, donc aussi elle est punie d'un emprisonnement qui atteint les 10 ans de prison et 100 000 dinars donc, d'amende. Et en cas de récidive, la peine est doublée. Bon. Enfin, il y a une protection indirecte. Une protection indirecte donc, du patrimoine archéologique subaquatique qui a été amenée par la loi numéro 2005-89 sur l'organisation de l'activité de plongée. Bon. Cette loi incrimine l'exercice de la plongée sous-marine en dehors d'un cadre structuré où est des plongeurs non diplômés et en l'absence de l'information préalable et a posteriori de la garde nationale sur la teneur des activités de plongée. Donc, tout le devoir d'information qui a été... bon, moi je me souviens qu'à l'époque, en 2005, lorsque cette loi a été édictée, elle a provoqué un tollé, notamment chez les archéologues subaquatiques. Bon, si on la voit d'un certain point de vue, théoriquement, donc, on peut dire qu'elle peut prodiguer une protection donc, indirecte du parc, puisqu'elle va limiter l'accès, si vous voulez, au fond marin, puisque cet accès devient donc l'apanage de gens qui ont la formation. Bon, il y a aussi le fait que ces gens qui ont les aptitudes nécessaires donc, seraient protégés par leur formation contre les dangers, bien sûr,
de la plongée sous-marine. Pas un art qui comporte quelques dangers, vu donc, la nécessité de prendre beaucoup de précautions sur le plan technique. Donc celui qui aurait exercé la plongée sous-marine en vue d'effectuer des fouilles archéologiques encourt des sanctions pénales pouvant atteindre 1 an d'emprisonnement. Bon, évidemment, donc là c'est en 2005, et le décret-loi de 2011 est beaucoup plus sévère, donc met en place des sanctions beaucoup plus sévères. Bon. En ce qui concerne maintenant comment améliorer la protection du patrimoine culturel subaquatique. En premier lieu, en appliquant la loi existante. Bon. Il faut avant tout former l'intervenant et sensibiliser le citoyen. Donc, il faut que toutes les parties intervenantes dans le domaine du patrimoine subaquatique soient formées. Donc, c'est-à-dire, il faut informer les pêcheurs, il faut informer les autorités portuaires, il faut aussi affiner la formation juridique même des archéologues subaquatiques, aussi ont besoin aussi d'améliorer leur formation, et du citoyen lambda donc, qui peut c'est-à-dire pratiquer la plongée sous-marine. Donc, bon, et de toute façon, le patrimoine subaquatique n'est pas nécessairement dans les fonds marins, dans les abysses. Donc, il peut être à quelques mètres ou très accessible. Donc, même, surtout, il y a des régions là où il y a des hauts fonds, donc là où les profondeurs sont à pied, on peut accéder à du patrimoine subaquatique. Et puis, il s'agit de mobiliser les moyens matériels, financiers et humains. Et là, je voudrais rappeler, pour ce dont je parlais tout à l'heure, les travaux préparatoires, si on se réfère au débat parlementaire de 2008, donc quand il était question d'approuver la convention donc, des Nations Unies donc, sur le patrimoine subaquatique, donc on avait posé la question, on a interpellé le ministre de la Culture et de sauvegarde sur le patrimoine sur la réalité de la protection effective du patrimoine subaquatique. Et bon, le ministre a avoué amèrement, et c'est écrit donc, dans les débats parlementaires, que les moyens manquent cruellement. Les moyens financiers, logistiques, ainsi de suite, manquent cruellement pour réellement mettre en œuvre ces textes. Parce que, évidemment, l'accès à l'archéologie subaquatique est, bon, la plupart du temps, pas donné à tout le monde, mais aussi la protection de ce patrimoine est aussi très difficile. Très difficile, nécessite des moyens, et on voit évidemment que la Tunisie peine à protéger donc son espace maritime donc des intrusions des pêcheurs étrangers, de l'immigration clandestine, de la contrebande donc, de toutes sortes, ainsi de suite. Donc, et aussi des cas de dégazage aussi dans nos eaux, pollution maritime, évidemment. Parfois, on est surpris par des incidents, des morts donc, suspectes de poissons, de bancs de poissons, ainsi de suite. Et donc, on ne sait pas parfois précisément quelle est la cause, et ça peut être des dégazages ou des pollutions marines. Et tout ça donc, est en rapport en partie avec les limites donc, des moyens humains et matériels, logistiques donc, des autorités tunisiennes dans leur intervention dans l'espace maritime. Et puis, il s'agit aussi de lutter contre la corruption chez les personnes chargées d'appliquer la loi. Là, il ne faut pas réellement, donc, il ne faut pas employer la langue de bois, comme il y a des dépassements en ce qui concerne la pêche maritime. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de règles, c'est qui entravent la pêche, et parce que, bon, il y a des enjeux financiers extrêmement élevés, évidemment, donc, il y a des cas de corruption notoires en la matière. Hein. Je sais que de sources sûres que, par exemple, il y a des
des chalutiers qui ont les plans de déplacement de l'avion de surveillance, des patrouilles de surveillance, qui peuvent slalomer et pêcher donc, pendant la période de la pause biologique, donc en été. Et évidemment, d'autres personnes qui pourront faire des fouilles archéologiques subaquatiques clandestines donc, pourront bénéficier, moyennant finances et cadeaux, donc, de la CONAN. Là aussi, la lutte contre la corruption. Donc, et puis, depuis tout à l'heure, moi, j'évoquais toutes ces peines donc, sur un ton ironique, mais je suis professeur de droit. J'ai formé des centaines de personnes qui sont devenues magistrats, et j'en connais pas beaucoup qui croient que les infractions touchant le patrimoine archéologique devraient être, c'est-à-dire sévèrement sanctionnées. Ils estiment que, presque tous, que c'est une criminalité de luxe, que vraiment, au maximum, il faudrait donc punir ces gens-là d'une amende pas aussi importante que ces montants-là. Et exception faite des cas de grandes bandes qui soient ébruitées par les médias, ainsi de suite, ils peuvent recourir à des peines. Bon. Il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, donc, je me souviens d'une affaire donc, devant le tribunal de première instance de Zawan, où un groupe de personnes donc, était en train de pratiquer des fouilles archéologiques clandestines. Eh bien, le juge a été jusqu'à dire que le décret-loi de 2011 était caduc. Parce qu'en s'appuyant sur le fait, on sait que les décrets-lois, c'est des textes donc, qui sont pris par le président de la République dans le domaine de la loi. Et que ces décrets-lois doivent être, après un certain temps, validés par l'Assemblée à sa première réunion. Bon. Et comme la chose n'a pas été faite, mais la chose n'a pas été faite pour 120 décrets-lois. Il y a eu 120 décrets-lois qui ont été pris en 2011. C'est une situation exceptionnelle, et ainsi de suite. Et il y a plein de décrets-lois qui sont appliqués, pleinement appliqués. Et donc, monsieur le juge s'est permis, pour dédouaner ces gens-là, certaines mauvaisemement entendues, on dit que ce juge a perçu quelque chose. Bon, j'espère que non, mais évidemment, donc, d'accord. À part l'application de la loi et l'état d'esprit, une petite révolution culturelle, comme je veux dire, dans les esprits de ces juges qui devraient être formés dans le respect des vieilles pierres. Parce que, par exemple, moi j'ai discuté avec monsieur le directeur général de l'Institut de magistrature, lui il dit « Je suis volontaire pour venir faire un cours de protection du patrimoine archéologique ». Pour essayer de sensibiliser gratuitement ces juges, parce que vraiment je suis écœuré par leur indifférence. Bon, il faut dire à leur décharge que même en France, un pays donc, là où les amoureux des vieilles pierres sont beaucoup plus nombreux, même en France, les juges sont assez laxistes en ce qui concerne la répression de la criminalité dans le domaine donc, des atteintes aux biens culturels. Bon. Donc, deuxième solution pour améliorer, c'est la mise à niveau du droit tunisien. La mise à niveau du droit tunisien dans le domaine subaquatique. Donc, la Tunisie a ratifié la Convention en 2008. La Tunisie fait partie d'un groupe assez restreint de la communauté internationale à avoir ratifié cette pauvre Convention. Il y a seulement, à ce jour, 60 pays qui ont ratifié la Convention. Bon. Cette convention a introduit beaucoup de nouveautés. Elle a, il faut dire, codifié aussi les anciennes coutumes en la matière, mais elle a permis réellement une avancée très importante dans le domaine de la protection du patrimoine subaquatique. Parce que la convention du droit de la mer, la convention de Montego Bay, qui comprend 300 articles,
ne comporte que deux petites dispositions sur les articles 149 et 303 sur donc le patrimoine subaquatique. Donc, elle est d'un grand apport. Bon, alors, quelle est la place de cette convention ratifiée par la Tunisie? Là, la Constitution tunisienne nous indique sa place. L'article 20 de la Constitution tunisienne actuelle, l'article 32 de l'ancienne Constitution, nous dit que une convention internationale a une valeur inférieure à la Constitution et supérieure à la loi. Donc, le Code du patrimoine doit intégrer les dispositions, les règles qui existent dans la Convention sur la protection du patrimoine subaquatique. Et toutes les autres conventions aussi qui ont été ratifiées par la Tunisie, donc les conventions de l'UNESCO dans tous les domaines, patrimoine matériel ou immatériel, tout cela doit être intégré, tout comme bien sûr dans d'autres domaines des droits de l'homme et autres. Donc la Tunisie a beaucoup de retard en matière de mise à niveau de sa législation interne, de sorte que beaucoup de conventions internationales qui ont été ratifiées par la Tunisie ne sont pas vraiment appliquées. Pas du tout appliquées parce qu'ils ne sont pas, parce que l'application elle est tributaire de leur intégration effective dans le droit interne. Ils ne sont pas d'application directe. On n'applique pas directement ces textes. Il faut réellement les transcrire et les intégrer dans les lois. Donc, cette convention, par exemple, notamment, hormis les règles qu'on trouve dans le corps du texte, il y a des règles très pertinentes dans l'annexe. L'annexe de la convention, il y a 36 règles qui sont indiquées, donc, à laquelle fait référence l'article 33. Ces règles qui se trouvent dans l'annexe de la convention ont, d'après l'article 33, la même valeur que le corps de la convention, donc, de protection du patrimoine subaquatique. Parmi ces règles, il y a la première règle qui est celle de la préservation du patrimoine in situ. La deuxième règle, l'exploitation commerciale du patrimoine subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Et nous avons en Tunisie l'article 5 du Code du patrimoine qui parle des collections, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est des collections qu'il ne s'agit pas de... Madame va nous parler de la collection de Mehdi, donc une importante collection qui perdrait beaucoup de sa valeur si elle venait à être dispersée. Donc il est très important. Donc, et puis la règle 4 des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices ou les moins destructrices possibles. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Les interventions sur le patrimoine culturel, la règle 6 subaquatique, sont strictement réglementées afin que l'information culturelle et archéologique recueillie soit dûment enregistrée. Et puis, la règle 7 indique que, est relative à la valorisation, l'accès du public au patrimoine culturel subaquatique institut doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site. C'est-à-dire, quand même, il n'y a pas de... la valorisation du patrimoine subaquatique, même si elle est assez spéciale, nécessite une logistique particulière, et ainsi de suite, a des moyens, mais c'est un moyen aussi de financer aussi cette archéologie donc, qui est coûteuse. Enfin, dernier point, comment améliorer la protection du patrimoine culturel subaquatique dans les cas où il y a des risques pour les biens archéologiques. Et là, je voudrais évoquer la question de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, en Tunisie, nous avons besoin d'un texte pour l'archéologie préventive, pour protéger le patrimoine, donc en prenant en compte une procédure accélérée, donc et avec, disons, une ambition limitée, mais qui donne donc une part importante à la recherche scientifique
Il y a par exemple les cas donc, des grands ouvrages, des autoroutes, des barrages, ainsi de suite, qui sont comme un rouleau compresseur, donc qui détruit le patrimoine. Pour le milieu subaquatique, il y a les ports, les dragages de chenaux, par exemple, il y a les chenaux, par exemple. Absolument, tous ces grands ouvrages qui contrarient la nature sont de nature à perturber donc, la sérénité des fonds marins et à altérer donc, le patrimoine subaquatique. Évidemment, ils sont nécessaires parfois pour la protection, pour le développement économique, ainsi de suite. Mais là, il faut un cadre juridique pour l'archéologie préventive, pour en tirer le plus possible en ce qui concerne la connaissance scientifique, le cas échéant récupérer des biens, renoncer évidemment à l'idée du patrimoine, de la conservation in situ, puisque la question ne se pose plus. Donc ces régions-là sont offertes, ces zones-là seraient offertes donc à l'exploitation économique, comme passage d'un gazoduc, d'un pipeline, ainsi de suite, des câbles, ainsi de suite. Tout ça, ça peut donc avoir des effets destructeurs. Et je vous remercie donc de votre attention. Merci beaucoup, Sifad. Donc, après avoir relaté le cadre juridique du patrimoine culturel subaquatique, tu veux présenter? D'accord. Donc, Madame Lamia Fers, il va nous présenter la collection du Trésor de Mehdia. Merci, Monsieur Fadel, pour cette présentation. Et maintenant, soyons un peu optimistes pour voir cette collection dans le musée, tout en espérant de pratiquer un peu les lois en Tunisie. Bon, l'épave de Mehdia, je vais parler de l'épave de la collection de l'épave de Mehdia qui a été exposée depuis 1930 au Musée national du Bardo. L'épave de Mehdia du fond des mers aux vitrines du Musée national du Bardo. L'histoire des recherches. L'épave de Mehdia, la naissance de l'archéologie sous-marine en Tunisie remonte au début du XXe siècle, et plus précisément à 1907, avec la découverte par des pêcheurs grecs d'une épave antique au large de Mehdia à 40 mètres de profondeur environ. Le navire était chargé d'œuvres d'art, de statues, de bustes, de cratères, de marbre, de figurines, de bronze, d'éléments architecturaux, etc. À cette époque-là, il s'agissait avant tout d'une récupération d'objets plutôt que d'une fouille archéologique, puisque le rôle d'Alfred Merlin, alors directeur du service des antiquités, s'est limité à une simple récupération des objets et des œuvres d'art. Il faut attendre les années 1948 avec l'invention du scaphandre autonome et l'amélioration des équipements et des conditions de travail en milieu sous-marin, époque à laquelle Cousteau et Philippe Taillé se rendent ensemble sur le site pour effectuer des sondages à l'aide d'appareils de plongée et d'engins de prélèvement. Ils ont effectué un relevé topographique du gisement et ont photographié et filmé l'épave. En 1955, de Fronteville installa un véritable chantier au droit de l'épave. En plus des pièces de marbre et des bronzes relevées au cours de ces nouvelles campagnes, de Fronteville s'intéressa à l'acquis dont il a récupéré un tronçon de 4 mètres de long qui a été scié dans la partie médiane et ramené en surface. Depuis cette opération, on n'entendra plus parler durant une longue période d'archéologie sous-marine. Même après l'indépendance et la création de l'Institut national du patrimoine, la préférence a en effet été donnée au patrimoine archéologique terrestre. Le navire. La proposition de reconstitution du navire repose sur des données concernant la coque et l'acquis de l'épave.
Elle a pris en considération également d'autres épaves, des représentations antiques d'embarcations semblables ainsi que des sources historiques. Leurs recherches ont pu établir que le navire était grec et construit en bois d'orme qui est bordé à franc-bord, dont l'assemblage est réalisé par système de tenants, languettes et chevilles. Il mesure environ 40 mètres et demi de longueur sur 13 mètres de largeur. Il s'agit bien évidemment d'un navire marchand. Le pont de navire, qui mesurait environ 20 cm d'épaisseur, était recouvert de plomb. La coque était également doublée en plomb. Un grand nombre de clous en bronze a également été retrouvé. Le navire disposait d'équipements de sécurité et d'une pompe. Merlin a aussi constaté que le bateau était dirigé en plusieurs compartiments, était divisé en plusieurs compartiments et possédait des cloisons. Il disposait de 5 grandes ancres. 2 d'entre eux pèsent à peu près entre 600 à 700 kg. Les fouilles de front de ville ont permis de recueillir une partie de l'acquis du navire d'une longueur de 26 mètres, mais malheureusement mal conservée, elle s'est dégradée. L'itinéraire. Le bateau a appareillé avec son précieux chargement du Pirée, le port d'Athènes, entre les années 80 et 70 avant Jésus-Christ, et se dirigeait, selon toute vraisemblablement, vers les côtes italiennes, quand il fut pris d'une tempête qui l'empêcha d'emprunter le détroit de Messine en le déviant vers les côtes de la ville de Mehdia. Et l'épave gît à une profondeur d'environ 40 mètres. La cargaison. Le navire, lourdement chargé, se dirigeait vers les côtes italiennes après son départ d'Athènes quand une tempête des tornades, comme on dit, entre 80 et 70 avant. Cette cargaison comprend des œuvres provenant de monuments pillés après la prise d'Athènes par Sylla en 86. Le navire transportait de nombreuses colonnes de marbre, des chapiteaux, des griffons, des céramiques, des bronzes, et les bronzes de Mehdia fait sa réputation. La collection a été dans sa majorité restaurée dans le cadre d'une coopération entre la Tunisie et l'Allemagne. Pour les anciens espaces d'exposition, les objets retrouvés dans la cale ont été envoyés au musée Alaoui, l'actuel Bardo, et les premières vitrines, comme vous voyez maintenant, qui abritaient les chefs-d'œuvre de Mehdia, dataient des années 1930 et ne répondaient plus aux normes muséographiques et surtout posaient des problèmes de conservation. Dès 1986, les responsables du musée national du Bardo ont décidé de rénover les anciennes salles abritant la collection. Mais les travaux de restauration exigeaient des moyens techniques et financiers exceptionnels. Le recours à la coopération internationale était dès lors nécessaire. Très vite, des contacts furent établis entre le musée de Bonn Landesmuseum et l'Institut national du patrimoine, le musée, bien sûr, le musée national du Bardo, avec l'aide de l'ambassade d'Allemagne en Tunisie et l'ambassade de la Tunisie en Allemagne. Alors, une équipe de restaurateurs fut déléguée à Tunis pour expertiser l'état général de la collection, et en conclusion, c'est une intervention urgente essentiellement sur les bronzes, et c'est ainsi la collection quitta la Tunisie pour des analyses et surtout pour des traitements dans le laboratoire du musée de Landesmuseum de Bonn dès décembre 1987. Cette coopération ne s'est toutefois pas limitée au sauvetage des précieux objets. Elle s'est accompagnée par des travaux aussi scientifiques, comme en 1992, une table ronde à Bonn sur les fouilles sous-marines de Mehdia, à laquelle ont participé des chercheurs et des techniciens de réputation mondiale. Aussi, en 1993, une autre table ronde, mais à Tunis cette fois, et une rencontre tunisio-allemande
consacré à l'approfondissement des connaissances sur les divers aspects techniques et scientifiques inhérents à cette précieuse collection de Mahdia. Tous ces acquis scientifiques et techniques viennent s'ajouter une action culturelle qui va ponctuer tous les efforts entrepris pour sauver et mettre en valeur cette collection. Il s'agit de la nouvelle exposition des chefs-d'œuvre de Mahdia au Musée national du Bardo, inaugurée en 2000, mars 2000. Ça, c'est les anciennes salles ou les anciens espaces de la collection. Pour maintenant, avec la rénovation du Musée national du Bardo qui a commencé dès 2007 et financée par le Banque mondiale, par un prêt de Banque mondiale, le projet de rénovation, réaménagement du Musée national du Bardo qui s'insère aussi dans une politique générale de la Tunisie de la gestion et de valorisation du patrimoine. C'est ainsi maintenant le musée national. Pour les salles, c'est la salle des grands cratères, des candélabres, des statues. L'épave de Mahdia a livré 4 grands cratères en marbre blanc typiques de la décoration des villas et des jardins romains. Leur panse offre un décor emprunté au répertoire hellénistique, c'est-à-dire le cortège dionysiaque. La principale représentation est celle de Dionysos, à moitié nu, tenant son satyre, et Silène, montrée ivresse, et aussi des bacchantes et des satyres dansant avec des flûtes. À côté de ces cantères, il y a les candélabres, les chapiteaux, ioniques et doriques aussi, avec d'acanthes. Et les clinets, ce sont les célèbres clinets. Ce sont des genres de lits et sièges se distinguent par leur hauteur exceptionnelle d'environ 1 mètre. Ces accessoires aussi de la vie quotidienne, faits de bois et de bronze, sont dotés d'accoudoirs incrustés, incurvés en est, dont le cadre s'emboîtant aux extrémités. Aussi une autre salle où sont exposés les objets. Et les bronzes de Mahdia qui font la réputation, surtout les 3 nains danseurs. Ce sont les 3 nains danseurs qui constituent une véritable attraction. 2 d'entre eux en forment un couple qui s'anime au son des crotales, c'est-à-dire les petits instruments de musique qu'ils tiennent dans la main. Le personnage féminin porte un manteau frangé long à manches courtes, noué sur la poitrine et un col en V, moulant des membres courts et arrondis et découvrant des pieds chaussés de sandales. Son partenaire a lui aussi une posture dansante. Il porte aussi une tunique courte nouée sur l'épaule gauche qui découvre la partie droite de sa poitrine et son sexe. La troisième est une danseuse vêtue d'une tunique longue retroussée par les plis queues dans son corps arrondi, noué aussi sur l'épaule gauche et dénuant le sein droit. D'autres bijoux de Mahdia, le jeune dieu de l'amour, en vol avec son satyre et avec ses bijoux, surtout les bracelets poignets, chevilles, la chaîne autour du cou, aussi les pendentifs, les bandelettes. Ici, c'est un jeune homme aux formes ambiguës, comme disent les chercheurs, parce que la poitrine est presque féminine. C'est un hermaphrodite qui bondit vers l'avant en plein élan et il ne touche plus le sol que par les pointes de pied. La tête est levée vers la gauche, le corps fortement incliné vers l'avant. Le bras gauche tenait une torche, le droit étendu légèrement abaissé pour équilibrer le mouvement. D'autres jeunes satyres, aussi de la collection des bronzes. Ici, c'est l'amour ailé, qui forme portant une torche. Ici, c'est la statuette masculine demi-nue du dieu Hermès,
à la tête tournée en direction de son bras droit, tendu en avant. Ainsi, c'est célèbre adolescent ailé, identifiable comme Adam, qui est parmi les chefs-d'œuvre des bronzes de Mahdia. Et enfin, l'Hermès à la gamme d'attributs sexuels masculins munis sur les côtés de 2 courtes traversées et surmonté d'une tête d'armure de style archaïsant. Ça, c'est la collection de Mahdia. Et Merlin estime que comment cette collection est venue pour... est-ce qu'elle est pillée? Est-ce qu'elle est sur commande? Merlin estime que cette cargaison aurait été destinée à Juba II de Mauritanie, c'est le roi numide, pour orner sa capitale Kaisaria. Mais on trouve dans les sources Cicéron qui écrivait une lettre à son ami Atticus, qui se trouvait à ce temps-là à Athènes, et je cite, « Les Hermès en marbre pentélique avec tête en bronze dont tu m'as parlé dans ta lettre sont pour moi un vrai régal que je savoure d'avance. Aussi, voudrais-je que tu me les envoies au plus tôt et avec eux en aussi grand nombre que possible les statues et autres objets d'art qui te paraîtront convenir à l'endroit en question, à mes préférences et à ton goût si pur. » Je cite encore, « J'attends impatiemment les statues en marbre de Mégare et les Hermès dont tu m'as parlé, tout ce que tu auras en ce genre qui te paraîtra digne de mon académie, n'hésite pas à me l'envoyer et aie confiance à ma cassette. » Ça, c'est, je crois, peut-être c'est la première commande des œuvres d'art ou trafic des œuvres d'art du 1er siècle avant. Et merci pour votre attention et bienvenue au Bardo pour régaler pour cette exposition et ces bijoux au chef-d'œuvre du Mahdia. Et merci. Merci Lamia. Je vais passer. Donc, après avoir relaté le cadre juridique par notre ami Fadel Blibush et un peu l'historique des recherches archéologiques subaquatiques en Tunisie à travers l'exposition de l'épave de Mahdia, donc je vais vous présenter en fait une conférence sur l'archéologie subaquatique en Tunisie, découvertes récentes et perspectives. Donc, j'évoquerai en premier lieu donc, le cadre un peu administratif, donc je parlais un peu du département d'archéologie subaquatique, ses activités, les réalisations, les programmes de recherche donc, réalisés durant ces 3 années, et à la fin, les perspectives. Donc, en ce qui concerne les cadres institutionnels, donc, le département de recherche archéologique subaquatique, c'est un département qui a été fondé en 1994 et ça suit l'apparition du Code de patrimoine de la même période pratiquement. Donc il s'agit d'une sous-direction qui dépend de l'Institut national du patrimoine. Il a une double vocation à la fois administrative et scientifique. Donc ce département est chargé principalement donc, de l'inventaire, de l'étude, de la protection et la mise en valeur de l'ensemble des patrimoines archéologiques sous-marins. Il œuvre actuellement pour développer cette discipline et être en mesure dans les années à venir de prendre en charge le patrimoine culturel subaquatique de notre pays, dont les 1300 km de côtes et la longue histoire en rapport avec la mer, depuis l'époque phénicienne jusqu'à l'époque moderne, ont laissé à coup sûr sur de nombreux vestiges le long de la côte et au large de la mer. Donc, je passe sur le cadre juridique puisque mon ami Fadel il a exposé. Donc, juste moi je fais référence au décret Beylikat de 1920 qui est très très clair. En fait, il classe les antiquités découvertes en mer à moins de 10 000 mètres des côtes tunisiennes. Déjà, on parle c'est-à-dire, en fait, on délimite la zone maritime où on présume qu'il y a un potentiel archéologique subaquatique à préserver à l'époque. Oui, oui. C'est juste. Cette allusion-là, ce n'est pas suffisant pour dire.
C'est vrai. Il y a institutionnalisation de la chose. Vraiment, Bien sûr. et ensuite, le service des antiquités n'avait pas une direction. Ah oui, bien sûr. C'était principalement de l'archéologie terrestre. Donc là, je passe sur le code de patrimoine. Moi, juste, je continue. Je vous rejoins surtout sur les lois et les décrets qui organisent et réglementent l'activité de la plongée, et je mentionne en particulier en fait le décret de 1997 qui réglemente les recherches archéologiques dans les eaux territoriales, qui nécessitent obligatoirement une autorisation auprès du ministère de la Défense. Donc ça, vous avez parlé. Il y a la Charte internationale sur le patrimoine culturel subaquatique de 1996 de l'ICOMOS, qui est en fait le Conseil international des monuments et des sites, parce qu'une épave aussi, c'est considéré comme elle est traitée comme un monument en soi. Donc, parmi les prérogatives de cette charte, en fait, la conservation in situ, ce qu'elle a reproduit par la suite, donc la convention de l'UNESCO, l'accès public, on encourage donc l'accès public, parce que le patrimoine subaquatique, en fait, il reste très limité. C'est-à-dire, il est visitable juste par des plongeurs. Quelqu'un qui ne pratique pas la plongée, il ne peut pas réaliser l'intérêt ou être vraiment en contact avec ce type de patrimoine. Donc, d'où de nos jours, on pense beaucoup à l'apport et la contribution des nouvelles technologies, par exemple, pour rapprocher ce type de patrimoine au grand public, telles que par exemple des expériences qui ont été réalisées en Méditerranée, en Italie, en Espagne, en Grèce, où par exemple on transmet via des nouvelles technologies, celles de fibre optique, par exemple, on transmet des images des fonds du marin exposées dans des musées. Et ça permet aux gens de regarder les sites en temps réel. Il y a aussi l'utilisation de la réalité virtuelle et la restitution en 3D, c'est-à-dire des différentes épaves, à la fois antiques ou des épaves métalliques, par exemple de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, qui attirent beaucoup de plongeurs dans le monde. Donc on essaie de reproduire, en s'appuyant sur la modélisation 3D, tout ça pour le rapprocher au grand public. Les mêmes principes aussi, c'est le non-destructivité des sites. Donc, on essaie de ne pas détruire le site le maximum. Par exemple, nous, en Tunisie, actuellement, vu que le département, nous ne disposons pas des grands moyens, ni d'effectifs et des gens qualifiés pour, par exemple, entamer des recherches, des fouilles, de conservation, d'exposition. Donc, on se contente actuellement d'établir une carte nationale. C'est un grand projet national actuellement qu'on est encore en cours de développer. C'est réaliser la carte nationale des sites et monuments subaquatiques, qui sont essentiellement des épaves, principalement des épaves archéologiques et des épaves de la Première et Deuxième Guerre mondiale, et ce, avec par exemple le service de la Marine nationale. Il y a aussi les structures submergées qui ont été dans l'Antiquité construites au bord de la mer, et actuellement avec le relèvement du niveau de la mer, ou bien avec le changement climatique, donc ils se trouvent actuellement en état d'immersion. Et ceci pour surtout les zones portuaires antiques, par exemple. La plupart des sites portuaires antiques, en partie, sont en état de submersion aujourd'hui. Il y a aussi les villes maritimes, et il y a aussi les petits comptoirs, les petits villages de pêcheurs qui ont été fondés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, il englobe tout ce type de patrimoine, les épaves, les structures submergées et tout type de structures qui se trouvent dans le domaine public maritime. Donc, la richesse et la diversité du patrimoine archéologique subaquatique en Tunisie. Donc, il ne concerne pas, comme je vous ai dit, uniquement les seuls vestiges immergés d'épaves, mais également les vestiges archéologiques terrestres. Le long de la côte, nous avons recensé plus de 200 sites archéologiques avec des grands importants, c'est-à-dire des grandes villes jusqu'aux petits comptoirs. Donc, ce patrimoine est composé d'aménagements portuaires, de mouillages, d'ouvrages de fortification, de tours de guet, de vestiges liés à l'activité économique fondée d'une part sur l'exploitation des ressources de la mer, comme les viviers, les fabriques de salaisans, d'autre part sur les activités artisanales telles que les ateliers de céramique, de pots de stockage, d'embarquements tels que les orillas, d'agglomérations et de villas installés en bordure immédiate de la mer, ainsi que de nécropoles qui leur sont attachées. Néanmoins, le caractère allusif de la documentation
Concernant la plupart de ces sites archéologiques côtiers, l'absence de relevés topographiques ou architecture assortie de fouilles ou de simples sondages, les prospections ponctuelles et non systématiques ne permettent pas de déceler l'évolution chronologique de l'occupation du sol et d'en avoir une vision satisfaisante. C'est-à-dire, vraiment, pour les recherches qui intéressent la côte, c'est-à-dire à part les grands sites tels que par exemple Carthage, Tabarka, Hadrumète, donc les grandes cités, donc il y a quand même des agglomérations secondaires mais qui jouaient à l'époque un rôle très très important. Donc en ce qui concerne les épaves archéologiques, donc à l'exception de la célèbre épave de Mehdi, chargée de prestigieuses œuvres d'art donc découvertes au début du XXe siècle, donc nous connaissons rien pratiquement. Donc il y a à part quelques déclarations et des découvertes fortuites, donc déclarées par des pêcheurs, par des chasseurs, des centres de plongée, nous n'avons en aucun cas établi une prospection systématique pour réaliser une cartographie bien précise. Donc ici une carte qui montre la façade maritime nord de l'Afrique romaine et on voit très bien la densité donc, des cités maritimes et les agglomérations secondaires. Donc ici un exemple d'une investigation qui a été établie, c'est la première investigation effectuée par M. Shelby, qui était un chercheur de l'Institut national du patrimoine et qui a réalisé une prospection donc à Zembra et ses environs, et c'était une exploration en plongée à vue, donc sans recours à aucune technique de prospection géophysique par exemple. Donc, parmi les objets recueillis, essentiellement, ce sont des amphores, des encres. Donc, ces objets ils sont inventoriés et déposés dans nos dépôts archéologiques. Donc, les premières missions, c'est une mission ou deux missions qui ont été conduites en 2010, l'INP avec l'AFAL, qui est l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Donc, il y a une étroite collaboration entre ces deux institutions, puisque tous les deux, ils interviennent dans le milieu marin. Le premier, il s'occupe de biens culturels, et la seconde, elle s'occupe de tout ce qui est faune et flore. Donc, c'était une expérience très, très intéressante dans la mesure où nous avons pu exploiter les moyens logistiques mis à disposition par l'AFAL pour détecter des sites archéologiques à ce moment-là. Donc ici, les moyens logistiques utilisés, donc c'était un voilier et bien sûr les techniques de prospection, c'était essentiellement des prospections géophysiques en s'appuyant sur ce qu'on appelle le sonar latéral, les multifuseaux, le magnétomètre marin, qui sont des appareils de haut niveau et qui nous permettent de gagner de gagner de temps et d'efforts pour déceler des sites archéologiques subaquatiques. Ici, l'îlot de Zembra, donc on voit très bien la zone qui a été prospectée, on voit les différentes couleurs qui montrent les différentes profondeurs qui se trouvent autour de l'îlot. Ensuite, nous avons localisé à peu près pratiquement 6 sites différents archéologiques et qui recelaient au fond de matériel archéologique varié, composé essentiellement des amphores, des encres lithiques, des encres romaines, des encres en fer, donc tardives. Donc ici, vous avez quelques photos illustrant la nature ou la typologie des différents objets recueillis au fond. Donc on voit très bien par exemple le plongeur avec la grande ancre, sachant que dans l'Antiquité, en fait, un bateau il est équipé de plusieurs ancres à la fois, parce qu'un bateau qui mouille, qui lance son ancre, donc il peut la perdre facilement. Du coup, donc un navire il est équipé de nombreuses ancres. On voit la taille importante, ce qui relate en fait, ou ce qui reflète aussi la taille, il nous donne, c'est-à-dire les encres, le poids, la longueur, le volume de l'encre nous donne une idée sur. Bien sûr, il nous donne en fait la longueur du bateau, le volume du bateau, le tonnage transporté. Donc ici quelques exemples des encres. Donc on voit des encres en pierre à 3 trous, qui sont les premières pierres antiques de tradition phénicienne.
Donc ici, les moyens technologiques qui ont été utilisés, qui sont essentiellement, comme je vous ai dit, donc le multifuseau, le sonar latéral, qui est une sorte de poisson traîné ou embarqué sur un bateau et qui permet de scanner le fond marin et qui nous permet de détecter en fait des différentes anomalies. Et suite aux localisations des anomalies, donc les plongeurs, ils descendent sur ces points-là pour vérifier si ces points en fait représentent un potentiel archéologique ou non. Donc ici, les moyens logistiques, donc les équipements utilisés. Donc ici aussi, donc, le système de tractage et le système de communication avec un casque facial qui nous permet de communiquer des fonds à la surface pour décrire ce qu'on voyait. Et il y a quelqu'un qui prend donc, des notes en surface. Également, la deuxième opération a concerné l'île de la Galite. Donc, et ce projet, en fait, c'était dans le cadre d'une étude sur le recensement de la faune et la flore autour de Zebra et Zebretta, afin de créer, en fait, c'était un projet pour une pré-étude pour créer des aires marines protégées. Et à ce moment-là, on a pensé, on a dit, ces aires marines protégées, ils ne conforment même pas que la faune et la flore, mais aussi, il y a aussi le patrimoine culturel. Donc ici, quelques vestiges. Ici, un autre site très important aussi, qui est le rocher de Pilon, si vous le connaissez du côté de Rafraf. Donc, c'est le passage principal dans l'Antiquité. Les bateaux donc, qui arrivaient à Carthage, c'était un passage primordial vers Utique et vers Carthage. Du coup, donc, nous avons fait une prospection dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle Culturas. Ce projet, l'objectif, c'était de créer en fait des itinéraires culturels subaquatiques touristiques. Nous avons réalisé 6 itinéraires et entre autres, nous avons pris ce site parce que comme il comportait plus de 200 pièces archéologiques qui se trouvent au fond, donc nous avons procédé à l'inventaire de ces objets-là et nous avons sélectionné 3 typologies des itinéraires. Bien sûr, on prend en considération la sécurité, la profondeur, l'intérêt archéologique des objets, bien sûr, et la préservation du site. Et actuellement, on a un projet national, c'est qu'on essaye en fait de créer autour de cet îlot-là donc une zone archéologique subaquatique protégée. C'est la première protection d'une zone archéologique en mer. Donc là, sorte de classement. C'est sorte de classement. On ne peut pas parler exactement de classement, mais si on arrive déjà à protéger cette zone, donc elle va être balisée, c'est-à-dire l'accès au site va être réglementé, il va être ouvert au public pendant par exemple 2 mois à l'année, encadré par des associations, par des centres de plongée, dans le cadre des conventions, des chartes déontologiques. Donc du côté de Bizerte aussi, nous avons une autre épave à 4 mètres de profondeur. Donc, on voit très bien que les amphores se ressemblent, donc on est bien sur une épave ici, c'est-à-dire qu'il y a une cargaison homogène. Donc ici une cartographie qui montre un peu les quelques découvertes fortuites qui se trouvent sur la côte nord. Donc on voit très bien la domination de la faciès des amphores de production africaine et qui en fait caractérise ou qui confirme aussi justifie en fait l'existence des ateliers de production des amphores sur la côte, surtout du côté du Caban et du côté plus précisément de Nabeul. Parce qu'on sait très bien qu'à Nabeul, il y a la fabrique de salaison la plus intéressante. On va voir tout à l'heure. Donc ici, c'est la base de données qu'on est en train de développer. Donc cette base de données, elle est à la fois textuelle, photographique, cartographique. Donc qui nous permet de géolocaliser nos sites et fournir le minimum d'informations. Donc ici, le catalogue. Je vais exposer là quelques interventions que nous avons réalisées ces dernières années. Donc je commencerai par le projet Niapolis, les vestiges engloutis de Niapolis. Donc c'est un projet qui permet de localiser et identifier le Portus de Niapolis. Donc ce projet est réalisé dans le cadre d'une convention entre l'université de Sassari, l'université italienne et l'Institut national de patrimoine.
Donc, on voit ici le site terrestre qui est l'usine de Salaison, donc elle est très connue actuellement, et les investigations subaquatiques ont concerné le prolongement de ces structures en mer. Donc, et juste à côté, vous voyez la photo où on voit très bien les vestiges des fonds de cuves de Salaison. Il y a une série de cuves de Salaison et les vestiges commencent entre 50 cm jusqu'à 5 mètres de profondeur. Donc, ici une photo. Donc, le site, nous avons le site terrestre et la zone que nous avons investiguée. Donc, toujours devant l'usine de Salaison. Donc, ici, les points qui montrent la continuation des vestiges qui sont essentiellement des amphores, des ancres, mais aussi des structures bâties, des cuves de Salaison, des dallages, des structures. C'est-à-dire, en fait, la ville antique, elle se trouve actuellement à 200 mètres au large. C'est-à-dire, le port de Néapolis aujourd'hui, il faut le chercher à 200 mètres en mer. Or, les études géomorphologiques, pratiquement la plupart disent que le trait de la côte en Tunisie n'a pas subi une modification importante. On parle de quelques dizaines de centimètres. Alors, par quoi on peut justifier c'est-à-dire la découverte des vestiges à 5 mètres de profondeur et à 200 mètres de la ligne de base actuelle? Ça peut expliquer par deux choses. Soit un mouvement tectonique ponctuel qui a vraiment concerné la zone, et on sait aujourd'hui que Nabeul est une zone très sensible sismiquement, donc il y a des séismes depuis l'Antiquité, ou bien le relèvement du niveau de la mer suite au changement climatique. Donc, il y a deux explications. C'est-à-dire, il y a une partie de la ville qui est actuellement immergée. Je pense que les recherches subaquatiques du côté de Nabeul, ils vont nous apporter et contribuer beaucoup à une relecture et vont nous éclairer sur des problématiques qui n'ont jamais été évoquées. Donc, on voit très bien les vasques ou les bassins. Donc, on voit les fonds des cuves avec le poussiglinum, le pouce figlinum. Donc, il y a deux techniques de bassins de construction. Donc, on voit les blocs éparpillés. Ici, par exemple, vous avez le fond d'un bassin avec deux niveaux d'occupation. C'est-à-dire que le bassin il a été occupé dans deux périodes ou deux phases historiques très différentes. Donc, bien sûr, le travail de documentation effectué par l'équipe de chercheurs et de plongeurs. Un autre projet que nous avons entamé aussi, c'est Zembra Survey Project. C'est un projet que nous avons effectué avec RPM Foundation, qui est une association qui dispose d'un bateau pavillon maltais, donc installé à Malte, mais l'association elle est américaine. Donc nous avons élaboré, suite aux données que nous avons sur Zembra, réalisées avec la PAL en 2010, on est parti de ce point-là, et pour effectuer cette fois-ci, en fait, une cartographie et une étude systématique de prospection. Donc, ici, pareil, donc nous avons eu recours aux techniques nouvelles, le sonar, le multibeam, le magnétomètre marin. En fait, le magnétomètre pour détecter tout ce qui est métaux. Le multifuseau, il nous donne en fait des indications, même si l'épave elle est sous le sable, il peut nous donner une image des fonds du sable parfois jusqu'à 8 mètres et 10 mètres d'ensablement. Et le sonar, il nous donne ce qui apparaît en surface, c'est-à-dire sur le fond, ce qui repose sur le fond. Donc, après avoir passé le coup de sonar, précisé les points d'anomalie, ici nous avons travaillé autour de l'îlot entre 0 et 30 mètres avec en fait une petite embarcation. Et au-delà de 30, nous avons effectué aussi une prospection entre 30 et 80 mètres. Et cette fois-ci, on ne peut pas envoyer des plongeurs, donc nous avons eu recours à des roves, donc à des sous-marins, pour filmer, nous transmettre des images avec bien sûr des indications de géoréférencement pour localiser les sites au fond des mers. Donc ici, c'est la cartographie, donc ce sont les images que nous voyons sur les écrans. Donc, pour l'équipe qui suit les investigations. Donc, au long de cette mission, donc, qui a duré en fait une dizaine de jours, nous avons quand même parcouru 320 km/linéaires de site sensor data enregistrée. Donc, 80 km/linéaires de magnétomètre data.
124 km linéaires de submodern profile data. Donc, vraiment, nous avons une base de données très très importante. Donc, et actuellement, avec la Marine nationale, qui vient d'acquérir aussi des équipements assez importantes, si importantes comme vous le voyez là. Donc, on a signé une convention entre le ministère de la Culture et le ministère de la Défense pour continuer ces recherches géophysiques. Donc, la carte finale que nous avons obtenue donc, au sud de Zembra, donc tous les petits points blancs, ce sont en fait des épaves. Et les deux en noir que vous voyez, ce sont les deux épaves où nous avons fait descendre donc, le ROV pour vérifier. Ce sont deux sites. Le premier, c'est un site punique avec des amphores maniadés. Et le deuxième site, c'est un bateau moderne, ça doit être du 17e, 18e. Donc, ici, il y a un autre type d'épave, donc cette fois-ci, donc ce qu'on appelle le patrimoine, comment on appelle ça, dans la zone interditale, donc moitié sur la plage et moitié submergée. Donc, et croyez-moi que c'est plus difficile d'étudier ce type de patrimoine que étudier une épave en plongée. Ici, donc, vous voyez la première photo en haut, donc ce que nous voyons en 2016. Donc, on voit que les bouts en bois du navire. Donc, et on voit l'alignement qui part de la terre jusqu'en mer. La seconde photo, c'est après une tempête en 2017. Donc, on voit que les membrures commencent à apparaître. Ici, en 2018. Donc, vous voyez bien, donc début 2018. Donc, on voit très bien qu'il s'agit là d'une quille avec des membrures. Le bateau, il fait plus de 20 mètres de long. On voit très bien le système de clouage utilisé, des clous en cuivre. Donc, et nous avons pensé, en fait, à prélever cette épave, parce que quand ça commence à atterrir de gens, les gens, ils commencent à voir les clous, donc ils pensaient que c'était de l'or et tout ça. Donc, nous avons pensé à établir un programme de préventif pour sauver ce bateau. Et qui date de l'époque antique, hein, d'après les systèmes d'assemblage et l'étude architecturale. Donc, il s'agit bien d'un bateau de l'époque antique. Donc, cette année, on est retourné pour faire la fouille préventive, on n'a rien trouvé. Donc, le bateau, il se trouve actuellement à 1,5 m de sable. Donc, c'est bon, on épargne notre argent, donc il est déjà sauvé par la nature. Donc, non loin de cette épave-là, du côté de Niapolis, il y a une autre épave qui se trouve à 2,5 m de profondeur. Donc ici, c'est la restitution en 3D que nous avons appliquée après avoir fait une série de photos et utilisé le photoscan donc pour faire une modélisation, juste une partie de l'épave. Donc cette épave-là, donc, elle fait quand même une vingtaine de mètres de long. Donc, les membres qui conservés, ce sont essentiellement la quille, les membrures, le carling, le système de clouage, des chevilles, de tenants. Donc, tous ces éléments-là, ça nous a permis en fait d'identifier la technique de construction utilisée de l'époque et aussi de donner une datation à cette épave. Donc, pareil, une autre photo. Ici, on voit la quille, nettoyage. Ici, on voit les clous, par exemple. La longueur de la clou, elle atteint 50 cm. Pour vraiment donner une idée, 50 cm la clou. Donc, ici, vous voyez l'échelle, donc c'est à peu près 50 cm. Donc, nous avons prélevé une membrure donc, pour faire des analyses. Donc, pour étudier bien sûr le système d'assemblage à travers les différents outils et aussi pour faire une datation par carbone 14. Donc nous avons un collègue qui est en train d'établir la datation et cela en fait pour le comparer avec la datation qui est en rapport avec les données archéologiques. Donc ici, j'évoque la vulnérabilité. Ce patrimoine, j'attire un peu l'alarme sur la situation du patrimoine subaquatique en Tunisie. C'est vrai qu'il y a des problèmes concernant le cadre juridique, déjà. Il y a aussi l'histoire des pillages. Donc, actuellement, on est en train de faire des efforts avec la Fédération des activités subaquatiques, avec des associations. Donc, nous collaborons beaucoup avec différentes associations tunisiennes.
pour sensibiliser les gens de la mer, les chasseurs, les plongeurs, et aussi pour impliquer les centres de plongée et ces associations à l'intérêt de participer à l'étude de ce patrimoine, mais aussi de le protéger. Donc, en ce qui concerne les menaces qui pèsent sur ce type de patrimoine, en fait, ce sont essentiellement des facteurs naturels comme le vague, le houle, le vent, le relèvement du vent marin, l'érosion marine, mais aussi à l'intervention de l'homme sur le milieu littoral, tel que l'urbanisation, surtout dans les domaines publics maritimes. On sait très bien ce qui se passe aujourd'hui, des problèmes avec le contrôle du domaine public maritime, et nous avons quand même des centaines de sites archéologiques qui se trouvent dans cette zone. Donc, l'urbanisation qui rompt l'équilibre naturel de la côte, puisqu'elle entraîne la dépérissement, voire parfois la disparition totale des plages, la construction des bâtiments, des routes en bordure de mer, détruit la dune bordière, destinée à alimenter la plage en sable. Quant à l'aménagement des zones portuaires, elle perturbe le transit naturel des sédiments par certains endroits. Donc les barrages aussi, les alluvions, charriés par les cours d'eau se déversant en mer, limitant ainsi l'engraissement des plages et perturbant l'équilibre sédimentaire. Par certains endroits, les plages sont réduites à d'étroites lisières discontinues. Je vous montre ici, en fait, la majorité des sites archéologiques maritimes est située dans un cadre géographique fragile et dégradé. Recul de rivage, dépérissement des plages, submersion des structures archéologiques, occupation urbaine intense du littoral. Donc, une grande partie de ces gisements archéologiques de la côte nord sont considérés comme témoignages précieux et uniques des activités liées à la mer. Viviers à poissons, cuves à salaisans sont aujourd'hui irrémédiablement perdus. Des actions préventives sont à recommander afin de recueillir le plus d'informations possible. Au moins, on essaie de documenter si on n'arrive pas à protéger. Et c'est vrai que pour la plupart des sites côtiers, nous avons un problème pratiquement. C'est comme un cercle vicieux. Si on va dépenser des centaines de millions pour la restauration, par exemple d'une fortification au bord de la mer, dans 2, 3, 4 ans, le mur va tomber. Donc, on va... Voilà, donc par exemple, nous avons une expérience actuellement avec une équipe italienne dans le cadre toujours d'une convention avec la superintendance de la mer. On est en train d'archiver numériquement le site de Sidi Mechrek, c'est-à-dire tous les vestiges qui se trouvent au bord de la mer. On essaie de faire un archive numérique en créant des modèles numériques en 3D. Au moins, dans 10 ans, dans 20 ans, on a des images en 3D de ces monuments. Par ailleurs, mentionnons également les menaces pesant sur les sites archéologiques sous-marins liés au pillage incessant par les plongeurs, notamment ceux localisés à faible profondeur. On a problème avec les épaves à faible profondeur. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, pour le rocher de Rafraf, les gens, ils y vont déjà à la nage, donc c'est très accessible comme site. Donc, nous avons décidé, en fait, d'élargir la bande de protection de l'îlot jusqu'à 300 mètres de distance aux environs de l'îlot. C'est-à-dire, au moins, on protège la zone entre 20 et 20 mètres qui est accessible par les plongeurs et surtout les chasseurs sous-marins. Donc, parce qu'à partir de 25 jusqu'à 40, tous les objets ils sont très bien préservés. Donc, liés au pillage incessant par les plongeurs, notamment ceux localisés à faible profondeur, les grandes profondeurs ne sont pas une assurance de totale sécurité, puisque les chalutages répétés n'épargnent pas davantage des gisements inaccessibles du plongeur autonome. Donc, ici, on voit très bien le progrès technique réalisé depuis le début du siècle avec le scaphandre autonome, les casques et les pieds lourds, ce qu'on appelle les pieds lourds. Actuellement, on plonge avec des airs, c'est-à-dire la plongée avec les mélanges. Donc, tout le progrès technique a une double, en fait, comment on appelle ça? Voilà, double tranchant. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de découvrir des sites archéologiques, de développer la recherche archéologique sous-marine, mais il y a des gens et des sociétés... Maintenant, on parle des sociétés privées qui font carrément la chasse au trésor. C'est comme le détecteur de métaux. Voilà, donc le développement de la plongée loisir sur les littorales. Il y a aussi c'est le développement technique d'exploration sous-marine. Donc ça, heureusement, en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup. Donc il n'y a pas. Donc les robes, les sous-marins et tout ça. Il y a aussi l'activité pétrolière qui menace le patrimoine subaquatique par la pollution et la destruction des gisements pour la création des plateformes. Et là, on est en train de négocier avec le ministère de l'Énergie aujourd'hui. C'est, avant de donner les permis d'exploration,
Donc, on est invité à donner notre avis sur l'emplacement et effectuer en fait préventivement des prospections sur les plateformes avant leur construction. Donc il faut le cadre juridique de l'archéologie très long. Mais heureusement, on a la loi qui réglemente en fait les recherches archéologiques dans les recherches en général, entre autres les recherches pour l'exploration pétrolière. Ils sont obligés de déposer des demandes d'autorisation auprès du ministère de la Défense. Donc, et nous, on est membre dans la commission, donc on n'a pas de problème en contrôle. Mais le problème, c'est que, par exemple, il y a des milliers d'hectares qui sont explorés par les sociétés pétrolières dans le cadre de l'exploration, des études sismiques, sédimentaires, c'est-à-dire des données énormes que nous possédons actuellement. On est en train de négocier avec le ministère des Énergies pour nous passer ces bases de données. Pour suite à ces données, on peut revenir, c'est-à-dire en examinant les images sonores, en examinant les cartes sismiques, on peut au moins détecter ou localiser où on peut trouver le potentiel archéologique subaquatique et comme ça, on ne part pas de zéro. Donc, le grand problème aussi, c'est l'échalutage. Donc, on a un problème avec l'échalutage, surtout pour les épaves. On sait très bien que les épaves de grande profondeur, ce sont les épaves les plus préservées. Donc, il y a un grand nombre actuellement parce que nous recevons, je ne dis pas régulièrement, mais quand même, ça commence très fréquemment aujourd'hui de recevoir des déclarations auprès de la garde nationale pour nous dire qu'il y a un tel pêcheur, un tel chalut qui a sorti dans ses filets des amphores ou d'autres vestiges archéologiques. Donc ici, l'état de quelques sites côtiers que vous voyez ici, par exemple le relèvement du niveau de la mer, on le voit très bien à CDD, ça c'est les fonds des carrières, on voit très bien les traces de découpage des blocs. Juste en face, il y a le site de Mraïsa, donc pareil, c'est des hangars, des orillas qui se trouvent dans les blocs actuellement, ils sont démantelés complètement. Et le troisième, en bas, c'est le site de Suécia du côté de Capesbib. Le site, il est très très intéressant dans la mesure où les structures, elles s'étendent sur plus de 1 km le long de Capesbib et ça arrive jusqu'à Suécia. Donc tous ces vestiges, en fait, ils sont menacés par l'érosion marine. Il y a aussi le problème de fréquentation, le problème d'urbanisation, l'intensité des activités économiques par tous les types d'activités économiques. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements, merci pour vos exposés, sont excellents. Voilà, juste pour le côté juridique, toutefois, vous avez évoqué, disons, la sensibilisation, surtout au niveau pour les cas de ceux qui violent le site subaquatique. Bon, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les juges, c'est-à-dire fallait-il former des juges spécialisés dans ce domaine-là. Ça, c'est un quoi, c'est faisable. Bon, enfin, je demande, enfin, je pose cette question. Pour vous, madame, Bizerte représente vraiment un site très, très diversifié. Je parle, vous avez parlé de Cap Zbib, Andamous, Cap Hamam, Gédéoua, comment dirais-je? Oui, c'est ça. Toutefois, toujours c'est le problème, disons, financier. Comment faire? Donc, fallait-il, par exemple, un partenariat avec le privé? Bon, si le privé accepte. Bon, pour me dire, c'est très enrichissant. C'est vraiment, c'est la première fois que je découvre ça, c'est très important. Mais, par exemple, du côté comment dirais-je, de Salarta, non, c'est pas ça, c'est ça, Salarta, je crois, il y a quelque chose, je crois. Voilà, je vous remercie. Du côté de Salarta, en fait, il y a mon collègue qui travaille sur une épave, mais l'épave, elle est de l'époque moderne, hein, elle est du XVIIe, donc il transportait des jarres apparemment d'origine de Djerba.
Donc voilà, la publication elle n'est pas encore. C'est ça, oui. C'est Donc, en cours. apparemment, c'est bien. Enfin, voilà. En fait, il faut dire que les recherches archéologiques subaquatiques en Tunisie, c'est vraiment les premiers pas, quoi. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Donc, nous agissons principalement dans le cadre des conventions avec des partenaires étrangers pour pouvoir un peu bénéficier des fonds, mais aussi sur le plan national, je pense qu'il y a un travail de coordination entre les différentes institutions et organismes nationaux qui interviennent en mer. Ça, c'est un grand enrichissement. Déjà, si tous les établissements et administrations collaborent, communiquent, ça, c'est déjà un point gagné. Il y a aussi, au niveau universitaire, on sait qu'en Tunisie, un étudiant en archéologie, il obtient son maîtrise, mais il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire une épave. Donc, pour eux, l'archéologie subaquatique, c'est... Donc, ça aussi, il y a un effort à faire au niveau des universités, c'est inclure des modules concernant, même si c'est une sorte d'initiation au patrimoine culturel subaquatique. Donc, ça, c'est important aussi qu'il faut développer. Et au niveau de l'Institut, on essaie avec les moyens que nous avons. On est 2 chercheurs, on est une équipe de 5 personnes, donc pour 1300 km de côte, c'est pas évident. Donc, deux coups. Donc, l'alternative, en fait, c'est travailler avec la Marine nationale, donc, qui nous aide énormément sur le plan logistique. Il y a des plongeurs de la Marine nationale qui nous accompagnent sur le terrain pour assurer la sécurité des plongeurs et archéologues intervenant sur les sites subaquatiques. Il y a aussi les associations qui contribuent énormément avec nous. Voilà, donc... oui. Alors, en ce qui concerne les juges, là, le grand problème, c'est que c'est un problème de mentalité. Donc, la criminalité en matière d'archéologie n'est pas réellement prise en compte. Donc, il y a déjà la phase des poursuites. Hein. Je crois que beaucoup, de plus en plus maintenant, le citoyen lambda s'exprime sur Facebook et à chaque fois, il dénonce des infractions de divers ordres et se dit où sont les poursuites, où sont là, on se pose de plus en plus ces questions, mais on se pose moins ces questions. Donc en ce qui concerne le patrimoine, il est attaqué de partout. Moi, je me souviens d'avoir participé à un colloque avec un monsieur le ministre de l'agriculture en 2012, qui ce jour-là, il a dressé un tableau noir sur à l'époque 2012-2013, donc les multiples infractions qui ont touché les zaouïas, notamment les innombrables incendies, et il nous a parlé donc d'atteintes quotidiennes à toutes les composantes du patrimoine, donc qui étaient livrées aux pilleurs donc d'une manière incroyable. Donc ça, évidemment, il y a la prévention, il y a le gardiennage, il y a toute l'action donc de sauvegarde sur le terrain, mais il y a aussi la répression. La répression, si on sait que réellement la loi, parce que bon, tous ces textes-là que j'ai cités donnent à rire si on les compare, c'est-à-dire au jugement. Donc généralement, il n'y a pratiquement pas de peine privative de liberté. Les poursuites se font vraiment d'une manière extrêmement rare, et même les enquêtes aussi, hein, pour trouver les criminels, donc il faut le chercher. Donc la police elle-même ne semble pas très motivée pour enquêter sur ce type de criminalité en cas d'atteinte. Et évidemment, à la fin de la chaîne se trouve le juge. Le juge, il n'est pas réellement suffisamment sensibilisé. Il estime que donc, ce n'est pas très grave donc, de piller le patrimoine, et il n'y a pas de quoi. Donc finalement, moi je pense que ce décret-loi de 2011 est un coup d'épée dans l'eau. Hein, parce que jusque-là, je n'ai toujours pas entendu parler d'une peine, d'un criminel qui ait reçu une peine exemplaire. Donc, bon, c'est de la littérature,
qui n'a aucune effectivité donc, sur le terrain. Et tant que, et c'est tout le problème aussi de la Tunisie dans les autres domaines. Dans les autres domaines, donc, notre problème principal actuellement est un problème du respect de l'état de droit, de l'application des règles. Donc, pour beaucoup de gens, des puristes cherchent à améliorer la règle, alors que la règle actuelle, avec ces lacunes, n'est pas mise en œuvre. N'est pas mise en œuvre, et ça c'est un grand problème. Hein, en partant du code de la route, en allant vers toutes sortes de règles en matière d'urbanisme, donc les ravages en matière d'urbanisme. Mon ami Ophé parlait de la loi de 95 dans le domaine public maritime, qui a réellement eu des conséquences donc, désastreuses sur toutes les composantes de l'environnement, dont le patrimoine culturel, mais aussi on a perdu nos plages à cause, évidemment, pour les gens qui connaissent bien des notions de géomorphologie et ceci, savent que si on contrarie la nature, si on construit trop près de la mer, on va perdre ce qui reste. Donc, ce qui reste du domaine public maritime, on va se retrouver avec des maisons réellement en première ligne et obligés par la suite de perdre les plages par des brise-lames. Donc, pas mal de localités, là où les constructions sont trop proches, ont perdu totalement leur plage. Zahra et compagnie, et ainsi de suite, je connaissais lorsque j'étais petit, et donc ils ont totalement perdu leur sable. Donc, juste en matière de valorisation, donc, je vais vous exposer quelques photos donc, qui illustrent le projet que je vous ai évoqué tout à l'heure concernant la création des itinéraires ouverts au grand public, qui sont essentiellement des plongeurs, soit tunisiens, soit des plongeurs touristiques. Donc, on voit très bien chaque objet archéologique est indiqué par un panneau descriptif où on mentionne la typologie, la datation et la nature de l'objet. Donc, ici quelques exemples. Ça, c'est celui de Atabarka, c'est un site à Tabarka. Donc, ici, du côté de Libye, il s'agit d'une épave donc, avec des amphores italiques qui datent de le 1er siècle avant Jésus-Christ et qui illustre très bien qu'il y a un commerce très, très prospère entre l'Afrique et Rome en matière d'importation du vin de luxe d'Italie pour la bourgeoisie donc, de l'époque, la bourgeoisie carthaginoise. Donc ici, quelques événements que nous avons organisés, des colloques. Il y avait un site web donc, où on peut accéder pour voir les itinéraires culturels subaquatiques réalisés. Donc ici, ces itinéraires, vous pouvez les visualiser sur Internet, accessibles, avec des fiches descriptives. Ça, c'est les visibilités du projet. On a mis dans la ville de Tabarka, dans la ville de Bizerte et Klib, il y a 3 grands panneaux dans les zones portuaires proches des sites pour illustrer les sites subaquatiques ou indiquer les sites subaquatiques les plus proches. Donc ici, quelques exemples des panneaux qui font quand même 2 mètres sur 1 mètre. Il y a aussi des brochures qui ont été éditées en plusieurs langues, en français, italien et allemand, donc qui illustrent aussi ces vestiges archéologiques. Des réunions informatiques auprès des gens de la mer, auprès des gens, des tours opérateurs pour en fait faire de la promotion pour ces itinéraires culturels subaquatiques. On a fait des sensibilisations dans 30 écoles primaires du côté de Jendouba, Bizerte et Naples. Donc, des ateliers pédagogiques de sensibilisation sur la présentation de l'activité de la plongée, des séances de dessin, des expressions écrites autour des trésors sous-marins. Donc, ici, quelques produits de dessin, comment les enfants imaginent le trésor sous-marin ou les sites archéologiques. Donc, ici, des événements professionnels promotionnels que nous avons organisés en collaboration avec l'ONTT. Voilà, ça c'est les moyens que nous avons, les équipes participantes, donc les associations évidemment, voilà, je vous remercie. Il y a encore quelques questions là, vous avez... Oui. C'est juste un petit témoignage en réaction à l'épreuve de Sadarta. Et aussi à Madame là, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y aurait eu une lettre reçue il y a 25 ans de la part d'un mercenaire polonais qui parle d'une épave à Sadarta. Une épave qui aurait été associée à l'épave de Madrid. En fait, il n'y avait pas une seule épave à Madrid, il y avait 2 épaves
Ça peut être une sorte de ce qu'on appelle une flottille, hein, Une plusieurs flottille navires pour transporter les richesses. Les richesses de la C'est une Grèce. commande en fait. Une commande. Et ce mercenaire, il a envoyé des photos, c'est-à-dire il a pu plonger en toute discrétion, il a fait des photos, et il a fait cette lettre à la Tunisie. La lettre a été transmise à l'INP, et à l'époque ça ne s'appelle pas l'INP. C'était en 93-94, il y a 25 ans. Et donc on a donné à Fathi Chal, qui était en charge à l'époque du département d'archéologie sous-marine. Et à l'époque, on collaborait avec Fathi Chal. J'étais dans une association de plongée sous-marine. Il a commencé ses premiers pas en archéologie avec notre association, l'association GEX à l'époque, à Massa. On a fait la première fouille à Capsville, 92, et tout de suite après Zambla et après Dakar. Voilà. Et avant 89, il y avait Kelkwen. Kelkwen, c'était une dame qui s'occupait de l'INP à l'époque. Donc il y avait une mission à Kelkwen. Mais pour revenir à cette lettre, ce mercenaire, il a exigé une part. Il considérait cette opération comme. Il voulait un butin, c'est-à-dire qu'il voulait donc sa part dans le trésor. Pour lui, il considère ça comme un trésor. Bien sûr, on n'a pas donné suite, mais Fathi Chal, il a programmé quelque chose, hein, il nous a emmenés à Samarta. On a fait des plongées, bien sûr, à l'aveuglette, hein, c'était autant chercher une aiguille dans une boîte de fond. Donc voilà, c'est une information. Il y a quelque chose, peut-être, oui, il y a quelque chose, vu que cette lettre, je l'ai vue de mes yeux. C'est une épave, et d'après cette lettre, d'après les photos, hein, il y a des photos et on voit des choses, des richesses comme celles du trésor de. Non, pas des encres. On voit des statues, on voit des richesses analogues à celles transportées par l'épave de Madé. Et si on voit ça, le site sur la carte, hein, nous sommes à un veau de blason, un jet de pierre du site de Madé. Voilà, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. Hein. Non, pas centaines de mètres, mais peut-être à 4-5 km. Hein. Bon, bien sûr, il n'a pas donné la localisation. Ce mercenaire, il voulait sa part. Juste, je signale que déjà l'épave de Mehdia, on n'a jamais fait une fouille sur l'épave de Mehdia. Et j'imagine ce qu'il reste encore au fond de l'eau actuellement, c'est plus qu'il est exposé aujourd'hui dans les vitrines. Parce que le bateau, il devait transporter 40 tonnes de mobilier et des objets architectoniques, des statuettes, des bronzes, tout ça. Je sais que Fathi Chal, en 95, ils ont passé 10 jours, ils ont passé 10 jours en mer, ils ont eu un mauvais temps, donc ils n'ont jamais trouvé le point de... Je n'ai pas vu sa publication. Donc, le dernier jour, ils ont trouvé le site, mais ce n'était pas évident de plonger, donc ils ont eu... un projet peut-être à lancer actuellement avec la Marine nationale, c'est la revisite de l'épave de Mehdi après un siècle de découverte. Ça, c'est vraiment si on veut faire de la communication et de marketing culturel. Donc, il y a tout à faire. Hein, ce que je peux dire, c'est que le fond marin de la Tunisie sont très très riches. Donc, et le fait en fait de faire des trucs, c'est-à-dire des projets de cartographie avec des moyens technologiques, ça nous permettrait en fait de découvrir des choses très intéressantes et ça va nous en fait éclairer sur des problématiques que nous n'avons connues aujourd'hui. Par exemple, les questions de la navigation sur les côtes de l'Afrique antique, les questions du commerce maritime, les questions sur les bateaux de bateaux de guerre et les bateaux marchands de l'Afrique, où ils ont été les grands arsenaux. Sur les côtes tunisiennes, il y a beaucoup de thèmes qui n'ont jamais été connus aujourd'hui, seulement que par quelques bribes de textes classiques, ou bien des épigraphies, ou bien des données de l'archéologie terrestre. Donc vraiment, l'archéologie sous-marine, pour nous, ça nous ouvre vraiment des perspectives énormes pour en fait donner une nouvelle relecture de l'histoire maritime de la Tunisie en général, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je vous remercie pour ces 3 exposés très intéressants. Ma question s'adresse à Madame Beslimène. Est-ce que la demande d'autorisation d'intervention scientifique sur le patrimoine culturel subaquatique
sont-elles soumises obligatoirement à l'avis de la commission des activités maritimes telle qu'elle a été prévue par le décret 97? Moi-même, quand j'ai un projet à développer, donc nous-mêmes à l'INP, c'est-à-dire une fois le projet développé, l'argent est débloqué, donc on développe, c'est-à-dire on se met un dossier, une demande d'autorisation. Bon, je suis membre de la commission, donc il n'y a pas de problème, ça facilite les choses, mais il y a une procédure administrative à suivre, donc à respecter par tout le monde. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question. Madame Justin. Bonsoir. Donc en fait, c'était très intéressant, vous soulevez l'aspect juridique des découvertes, mais qu'en est-il de la conservation des objets une fois trouvés? Parce que tout ne peut pas aller au musée du Bardo, tout ne peut pas rester sous la mer avec l'érosion et le temps qui passe, même si les itinéraires touristiques sont très intéressants. Est-ce qu'il ne faudrait pas songer à bâtir plus de musées ou des choses comme ça pour la conservation? Je vais répondre juste sur la partie conservation et puis répondre sur la partie géographie. Donc pour la conservation, c'est aujourd'hui, à l'état actuel, moi personnellement, je préfère c'est-à-dire préserver les objets archéologiques subaquatiques in situ. Parce que là où ils sont, vous savez très bien que sortir une amphore, sortir un objet en bois, de l'eau, c'est-à-dire qu'il s'effrite facilement. Ça demande vraiment des moyens de conservation très lourds, des moyens techniques, du personnel très qualifié. Donc, il y a des traitements pour tous ces objets organiques. Donc, une amphore, il faut quand elle sort de l'eau, il faut le mettre dans des bassins, changer l'eau tous les 3 jours. Il faut une personne qui s'en occupe. Et la céramique, pour son traitement, de ce qu'on appelle le dessalage, c'est-à-dire un objet qui contient du sel, il faut enlever le sel. Une fois exposé au soleil, il ne s'effrite pas. Donc ça demande des mois. Un fragment de bois, une épave, une fois sorti, ça peut durer 5 ans le traitement d'un morceau de bois. Donc vraiment, à l'état actuel, je préfère garder in situ. Voilà. La convention d'ailleurs. La convention d'ailleurs, voilà, on applique la convention. La première règle. On parlait de pillage, donc on ne peut pas tout laisser Le pillage partout, même non terrestre, il fouille plus que les chercheurs. Hein? Même dans les musées. Hein? Le pillage, il y a des spécialistes qui fouillent plus que les chercheurs. Donc tous les jours, nous recevons des plaintes, nous recevons des objets saisis par les autorités. Donc on ne peut pas arrêter ça. Je pense qu'il faut travailler en amont et en aval. Il faut travailler beaucoup sur la sensibilisation. Donc il faut coordonner avec les différentes institutions intervenant au milieu marin. Il faut travailler sur c'est-à-dire un module à l'université pour les étudiants, pour les orienter vers cette discipline. Il n'y en a pas cette discipline, c'est vraiment une ouverture pour les gens qui veulent se spécialiser. C'est-à-dire il y a beaucoup de spécialités comme l'architecture navale antique. On n'a pas de spécialistes en Tunisie. La dendrochronologie, on n'a pas de spécialiste. La xylologie, c'est lui qui va identifier le bois de ce navire, de quelle provenance il est. Donc il y a beaucoup de sous-petites spécialités qui n'existent pas encore en Tunisie. Et pour moi, c'est une ouverture pour c'est-à-dire les bacheliers qui sont aujourd'hui inscrits en master. Il y a beaucoup de problématiques qui peuvent intéresser c'est-à-dire les étudiants et les chercheurs. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il faut avoir une stratégie à court terme et à long terme. Donc on va essayer de faire de notre mieux ce qu'on peut faire. Voilà. Aussi pour la représentation, pour l'exposition, la muséographie des objets exhumés des profondeurs. Pendant la rénovation du musée national du Bardo, surtout et l'ouverture du musée du Bardo en 2012, on a essayé de travailler avec des sociétés internationales, surtout pour trouver des vitrines adéquates pour surtout des bronzes, pour les protéger, c'est-à-dire contre l'humidité, contre toute intempérie. Alors on a trouvé avec la société allemande Raer, qui a déjà travaillé avec nous pour exécuter des vitrines adéquates pour protéger ces bronzes. Juste pour les présents aujourd'hui, je vous annonce que demain il y a aussi une conférence très très intéressante sur l'archéologie sous-marine
en France. Donc, ça nous donne une idée sur les recherches réalisées en France, les grandes découvertes, l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, je vous invite à participer demain à la conférence de M. Michel Lourd, le directeur général du département des recherches aqueducs subaquatiques, accompagné de ces deux chercheurs, donc Mme Franca et Frédéric Leroy, qui vont être présents pour animer la séance. Voilà, je vous remercie.